Bonjour, Monsieur le ministre. Antoine Trépanier du journal Le Droit. Le Conference Board puis l'Institut sur la citoyenneté a annoncé ce matin les chiffres concernant les immigrants qui partaient du Canada après être arrivés au pays. Depuis les années 80, ces chiffres-là montent constamment. En 2019, on parle de 67 000 immigrants qui ont décidé de partir. Comment vous réagissez à ces chiffres-là, à ce rapport-là? Puis comment votre plan d'aujourd'hui peut répondre à ça, finalement? Bien, sans savoir les raisons particulières pour lesquelles les gens choisissent de quitter le pays, difficile de vous donner des réponses concrètes. C'est clair que si on peut en découler une thématique, oui, peut-être le coût d'y vivre, de vivre au Canada, est difficulté d'intégration. Les gens aussi, quand c'est des migrants de type dit économique, ils ont leur choix de pays aussi. Hein, donc, d'une certaine façon, on veut ces gens-là, on veut qu'ils s'intègrent parce qu'ils apportent du capital au pays. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont désespérés. Il y a un certain désespoir qui pousse les gens à venir au Canada. Je ne leur enlève rien. Mais la large majorité des gens qui viennent ici, c'est des gens qui viennent pour des raisons économiques. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui ont du capital, qui ont du choix. Avec les chiffres qui augmentent, il faudrait garder le pourcentage pour voir s'il y a vraiment une tendance. Ce que moi, je vois de mon bord, c'est des demandes sans précédent de venir au Canada. Dans les 5 millions de dossiers qui ont été traités ici cette année, c'est un volume absolument record. Alors, pour que je puisse en parler en détail, il va falloir que je regarde ça. Mais on suit ça, là, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est des inefficacités qui font en sorte que les gens choisissent un autre pays. On vient tout juste de lancer des initiatives qui sont tissées sur mesure pour des gens qui ont de l'expertise. On parle du H-1B. Les résultats sont à venir pour voir si ça a été un succès. Mais ça a été, c'est des gens qui sont très intelligents, qui vont vraiment améliorer, vraiment améliorer le Canada dans leurs compétences qu'ils apportent au Canada, qui ne sont pas nécessairement ici. Alors, c'est quelque chose qu'on doit regarder de près. Vous avez dit ce matin qu'il faut améliorer quand même l'expérience des nouveaux arrivants, des immigrants. Quelles mesures phares pour vous pourraient répondre de façon la plus adéquate possible pour justement améliorer leurs conditions et améliorer leur expérience ici comme nouveaux arrivants? Dans notre champ de compétences, je dirais les délais de traitement. Ça a été exécrable. Il y a des raisons pour ça. Modernisation du système, la COVID notamment, l'incapacité de faire des choses à la main. Les gens qui travaillaient chez eux, c'est clair qu'ils ne peuvent pas venir au travail, puis les dossiers s'empilaient. C'était toute une saga qu'on a vécue il y a 1 an, quand j'ai été président du cabinet des services. Alors, je n'étais pas ministre de l'Immigration dans ce temps-là, mais je savais de quoi ça avait l'air. C'est clair qu'on peut faire mieux. Puis je pense que le rapport de la vérificatrice générale en témoigne le progrès. Mais ma conclusion, c'est de mieux faire notre job au fédéral. L'autre élément, c'est de mieux coordonner avec les provinces. C'est clair qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas remplir à nous seuls. Crise du logement, les besoins en santé, d'arrimer vraiment l'offre et la demande. Puis ça, c'est un travail de plus longue haleine, mais c'est des choses qui vont de pair. Oui, bonjour, Sandrine Biera du Devoir. Monsieur Miller, pouvez-vous nous confirmer si le Québec va embarquer dans l'initiative de l'accueil des 15 000 migrants de la Colombie, Haïti et du Venezuela? Pour l'instant, la réponse, c'est non. C'est une réponse qui me désole, surtout étant donné que c'est avec un partenaire stratégique, c'est-à-dire les États-Unis, qui veulent en sorte une soupape de sûreté, de sécurité pour des gens qui fuient certains pays de l'Amérique du Sud. On ne fait pas face aux mêmes défis que les Américains à notre frontière sud que ce que les Américains font face avec leur frontière au Mexique. Donc, pour les Américains, ils nous demandent de faire notre travail. Puis si le Québec, qui forme 25% de la population, n'est pas à la mesure de le faire, c'est malheureux. Je pense que c'est une conversation qu'on pourra continuer, surtout dans la mesure où on a un volet dédié de migration haïtienne, la forte prépondérance de la population haïtienne étant à Montréal. Je pense, puis francophone de plus, impeccable, donc ça va de soi que ces gens-là devraient être accueillis par le Québec. Ça remplirait plusieurs objectifs, on pourrait trouver des enseignants, etc.
Donc, pour moi, c'est logique. Mais côté humanitaire, pour l'instant, je trouve ça un peu désolant. Sur une autre note, comptez-vous imposer un quota d'étudiants étrangers, y compris pour le Québec? Pour l'instant. Pas pour l'instant. Ben, écoutez, le Québec m'a dit qu'il revendiquait la juridiction sur les étudiants internationaux. Du même coup de plume, rejetait la juridiction sur les demandeurs d'asile, la différence étant qu'un à 50 000 $, l'autre 0. Ça me frustre, mais c'est clair qu'il y a une juridiction partagée. Et donc, ils ont leur mot à dire. C'est pas moi nécessairement d'être la police du sous-financement secondaire, post-secondaire qui était la règle au pays depuis plusieurs années, partout au Canada. Mon rôle, c'est d'enrayer la fraude, un rôle très clairement de façon juridictionnelle qui relève de tous les paliers, des 2 paliers, et de s'assurer que les menaces à l'intégrité du système soient enrayées dans ma capacité, somme toute limitée, de le faire. Mais je suis prêt à le faire, puis je suis prêt à faire davantage si les provinces n'en font pas plus. Le Québec, par contre, a fait un travail durant des dernières années de un peu faire le ménage dans leur système d'institutions approuvées pour les visas. Donc, ils ont une longueur d'avance. Mais c'est clair, niveau quota spécifiquement, je pense, pour moi, ce n'est pas la mesure à retenir pour l'instant. Je me réserve le droit, évidemment. Je pense que ce qu'on a annoncé vendredi, c'était quelque chose de rationnel, de sensé. Mais si ça perdure pendant l'année à suivre, il va falloir prendre des mesures plus fortes. J'espère ne pas le faire de façon unilatérale. Okay, Kevin Gallagher with CTV National News. Thanks for taking our questions, Minister. I'm just going to follow up on one that was already asked in French around the rising number in immigrants who are onward migration, leaving Canada. What is your department looking at in terms of what are the causes of the difficulty in retaining newcomers to Canada, and what are the solutions that you're looking at? Yeah, and without having read the report, Kevin, and I will, because it's important to kind of gauge where this is going, looking at whether this is a true trend, and then looking at what we can actually do to retain people. I would say the vast majority of people that come to Canada have a choice. And if that choice is more competitive elsewhere, I think there's a competitive advantage that we're losing. So that's something that that we will need to focus on as a department and as a government. The H-1B scoop, I guess, that we did is something that was got a lot of public fanfare. The results are still pending, but I think those are really talented people that could contribute to any country. The skills and labor streams that are, in fact, the envy of a lot of countries that other countries are starting to reproduce, and properly matching supply and demand, by implication mean that you're getting a brighter, more qualified type of person. And those people do have choices. So the reasons for which they would choose to leave, and again, I'm speculating, could be affordability. It could be, non-recognition of diplomas, a unitary state, perhaps being more capable of imposing accreditation as opposed to Canada, where the Supreme Court's told me that I have no job in eliminating accreditation standards. These are really things that are up to the provinces. There are plenty of reasons that I could speculate, but it's sand in the gears that would make someone frustrated with being here and then leaving. What I'm also seeing, and this is the countervailing position, is historic volume in people that want to come to Canada, and attracting that right volume, I think, is the challenge of our government. But with that volume comes a corresponding pressure sometimes for people to say, well, hey, this wasn't for me. But right now, I think the main trend, if you were to tease something accurate out of this, is that we have an unprecedented demand to come to Canada. Don't fault people for that, but we just want to make sure that we're doing it in the way Canadians expect us to do it. So I'll be looking at the report and seeing if there are trends that are concerning. You've been asked a few times about housing affordability. And obviously, you're well aware of the recent surveys that Canadians are saying that they have concern about the level of immigration and the level of immigrants coming into Canada because of lack of available housing, housing shortages, housing availability, and affordability in general. But today, in many of your answers, I hear that you're saying, well, the housing issue was long before we started increasing our immigration levels. But still, there is this feeling that people are saying to survey companies that they're concerned, and this is a rise in people saying that they're uncomfortable with the levels of immigration. So tomorrow you're announcing a number. You're on the record saying that it's not going to be lower.
maybe higher, around the same. You can correct me if I'm wrong. But what reassurance can you give to people who seem to be having an increased anxiety about this, that the number of immigrants is not the source of the problem they see when it comes to finding a home and affordability? In politics, again, it's very hard, or even in personal relationships, it's very hard to argue with feelings. I know the feelings that I felt when I first got into politics, when there were affordability challenges around housing, but for a lower segment, a population that was on the lower income side of the population, and the fight that we took as a federal government to be the first government in a generation to invest in housing. Certainly not enough, as evidence is proof of today, but the interest on debt when I was in 2015 was pretty much zero, and continued to be so. That raised the interest rates, and this is something that has to do with poor planning over the last 30 to 40 years. It's having done better than others, but clearly a crunch that is being felt as a generalized fashion. So that person renewing their mortgage, they're feeling a crunch that perhaps at the house that an international student's looking for, or someone that has just gotten to this country. Sometimes, even though it's the apples and oranges. Again, I'm trying to rationalize a debate of feelings, and clearly it's something we need to be sensitive to. And clearly it's something we know that on the immigration side, in terms of the labor and the labor gaps and the needs that we need to fulfill those labor gaps, clearly identifying for Canadians where that gap is going to get filled in the context of an aging population. So yes, it's a challenge sometimes publicly to convince people that immigration is the solution. Again, we never ask in our polling whether people would want a reduction of the gross domestic product were they to reduce immigration, which would be the net result of things. But again, doing it in a way that's uncoordinated leads into that feeling of uncertainty and the feeling that Canadians are being hard done by. I wasn't trying to sound cavalier to say this is something that's been happening for 30 years, because it is urgent, and it's urgent that we address it. I think you've seen my colleague Sean Fraser out leveraging a lot of the announcements that we've had on the Housing Accelerator and highlighting a lot of the bills that the federal government's been responsible for. Again, this is the net